Bien, bonsoir, bonsoir, merci d'être avec nous. Voilà pour accueillir deux invités, Tiziana Manfredi et Marco Lena, qui sont avec nous, deux collègues italiens qui travaillent depuis quelques années sur un projet important qu'on souhaitait donc vous présenter ce soir. Et cette présentation, hein, cette rencontre s'inscrit dans notre programmation Africa 2020, puisqu'on termine aujourd'hui en fin de compte cette exploration et ce voyage dans les cinémas africains. Et on voulait vous parler donc de ce projet de récupération, numérisation, conservation et valorisation du patrimoine sénégalais, audiovisuel sénégalais, un travail donc sur les archives audiovisuelles sénégalaises qui a commencé il y a quelques années. C'est une véritable aventure et avec donc Tiziana et Marco, on voulait vous présenter un petit peu où en était ce projet, hein, comment il est né et où on en est aujourd'hui. C'est un projet important que la Cinémathèque de Toulouse suit particulièrement puisqu'on y a un petit peu participé. Donc on voulait voilà, profiter de cette programmation consacrée au cinéma d'Afrique et à cette journée qu'on vient de vivre là autour du cinéma sénégalais en particulier. Donc de finir cette soirée avec cette journée, avec cette présentation. Et puis suivront d'ailleurs deux séances avec deux films de Mambéty tout à l'heure. Voilà, donc Tiziana et Marco ont préparé un PowerPoint, une présentation du projet. Donc je vous propose peut-être de commencer par cette présentation justement, et puis ensuite on pourra donc ensemble échanger, poser des questions à Tiziana et à Marco sur ce travail. On y va comme ça? Oui, Voilà, très très bien. bien. Alors on va du coup éteindre la lumière. Voilà, et donc Tiziana et Marco vont nous présenter ce PowerPoint. Et déjà, vous m'entendez? Si? Bah, déjà, on voudrait remercier la Cinémathèque Toulouse qui nous a quand même beaucoup aidé à un certain moment pendant le processus d'évolution de ce projet et également nous introduit à un moment pour nous contextualiser au niveau du Sénégal. On y est depuis une dizaine d'années. Les deux, on travaille dans le milieu de la production audiovisuelle. Et du coup, la rencontre avec cette archive en particulier est datée en 2009. On était à l'ancien ministère de la Communication pour avoir un permis de tournage et par hasard, on est tombé sur la pièce où cette archive était conservée. Donc, après quelques années, l'envie de Marco de se former en tant que technicien restaurateur, parce qu'à la base, c'est un historien, nous a amené à commencer un dialogue avec l'ancien directeur de la direction de la cinématographie, Diaz, et de cette envie partagée de récupérer ce matériel qui est à la base, à la naissance du cinéma sénégalais moderne, contemporain, post-indépendance. Donc, je vous montre à travers ces images. Est-ce que tu veux dire quelque chose? À travers ces images, au fait, on voit là où est-ce que l'archive était abandonné à un moment donné parce que le bâtiment aussi était abandonné, était un bâtiment en péril, donc la direction de la cinématographie s'est déplacée. Les ministères aussi ont changé parce qu'au départ, il y avait le ministère de l'Information et de la Communication. Aujourd'hui, qui gère la communication et le ministère de la Culture. Donc, à travers tous ces changements institutionnels, il y a eu une perte sur le focus par rapport à cette archive et plein d'autres. Mais c'est une question aussi liée au passage de l'analogique vers le numérique. Voilà, la numérisation des archives analogiques, quelque chose qui a affecté un peu partout dans le monde ce type d'archives. Donc ça, c'est les anciens locaux où on avait vu le matériel qui était quand même encore bien stocké en 2009. Mais comment à un moment donné, ils ont décidé aussi de le déplacer de pièces parce que avait développé la syndrome du vinaigre. Peut-être Marco peut nous dire quelque chose de plus sur ce type d'affection de la pellicule. Ben, en fait, la syndrome du vinaigre, je pense que vous pouvez la savoir ou pas, bon, on l'explique. C'est un périment du support de la bobine que ça déclenche une odeur de vinaigre. Et en fait, c'est un processus presque irrémédiable. Et donc, en fait, dès que ça déclenche, cette bobine, ça devient ou un bloc cristallisé ou un mousse gluante. Donc, en fait, on va perdre tous les contenus. Dès que ça déclenche cette syndrome, elle peut passer de bobine à bobine. Et quand au Sénégal, ils ont commencé à sentir l'odeur du vinaigre, ils ont commencé à stocker et à, entre guillemets, un peu abandonner l'archive. Et donc, au fur et à mesure que le temps est passé, parce que quand nous, on a vu
les archives, il n'était pas dans cette condition. Les bobines étaient bien stockées, mais dans le temps, ils ont commencé à faire des triages. Donc, au fur et à mesure, moins de bobines à sauver. Et ça, c'est les locaux comme on l'a retrouvé en 2019. Donc, en fait, c'est complètement abandonné, plein de bobines, mais il avait déjà le syndrome du vinaigre. Et ça, ce n'est pas seulement du syndrome du vinaigre. Non, non, c'est de la poussière. En fait, après, vu que le bâtiment il était abandonné, ils ont commencé à jeter les bobines. Ils ont commencé à abandonner des bobines devant des armoires. Donc ça, il faut bien comprendre que quand nous, on est allé à la recherche de ce matériel, en fait, c'était vraiment comme une chasse au trésor. Donc en fait, on a tout déplacé, on a ouvert des armoires et après, on a retrouvé plein de matériel. Mais comme vous pouvez voir, poussière, changement de température, boîte en fer, en fait, ça aide tout à faire périmer encore plus vite les bobines. Du coup, les images que vous venez de voir, c'est après l'abandon de la salle et aussi du bâtiment. Par contre, en 2012, la DCI, la Direction de la cinématographie, avait fait ces triages initial dès qu'ils avaient commencé à sentir l'odeur. Et la salle était dans cette condition, la même qu'on avait constatée en 2009. Donc, le triage est fait à partir de ce moment-là. Et sur un total des 6000 bobines, ils ont pu en déplacer 500 dans une salle à un étage plus en bas. Donc, c'est là où on a ensuite fait le triage en 2019. Donc, c'était quand même la salle dans d'autres conditions. Et en visitant les locaux, on a aussi constaté justement qu'une cinémathèque existait à cette époque-là et était active, parce qu'il y a les plaques qui déclarent la salle, les archives, et ainsi de suite. Et les documents aussi. Et par contre, le triage qu'on a effectué en 2019 a compté seulement 250. Donc vraiment le 4% de 6000 initiales. Alors, en fait, parce que ça ressemble un peu à un film de l'horreur, de dire comme ça, parce qu'il y a un sourcil. Mais alors, la chose positive, c'est qu'à Dakar, il était conservé que des copies positives. Donc, dans quelque part, il y a des copies négatives. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé dans des moyens très peu orthodoxes, parce que normalement, on doit numériser les négatifs, mais en ce moment, l'important, c'était en fait de revivre les images qu'il y a dedans. Donc, en fait, on s'est concentré plutôt sur le contenu que sur la façon bien de travailler. Donc, à la place de dire on doit chercher des négatifs, en fait, l'idée, c'était d'utiliser des copies positives pour faire comprendre les contenus qu'il y avait dans les bobines. Parce que c'est un peu compliqué de dire là, il y a un trésor, je suis sûr qu'il y a quelque chose, sans que ces lieux ne le voient pas. En fait, c'est plus difficile de faire comprendre les trésors qu'il y avait. Moi, à la base, je suis historien, donc, comme le disait Tiziana, c'était l'amour pour une histoire qui pouvait être perdue. Mais sans savoir pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc, en fait, c'était un peu un hasard. Mais après, vu qu'en fait, on a trouvé des bobines et que c'était surtout des actualités. Donc, en fait, c'est des copies uniques. Parce que les films, de tous les réalisateurs africains, presque tous, on peut les retrouver un peu éparpillés dans des cinémathèques dans le monde. Mais les actualités sénégalaises sont des copies uniques, en fait. C'était les anciens ciné-journaux qui étaient projetés avant les films. Donc, en fait, ils sont vraiment des focus historiques du moment. Intervenir. Juste pour préciser, les actualités étaient souvent filmées en 16 mm, pellicule inversible. Et donc, il n'existe pas des négatifs. Ils non. peuvent... Voilà. En fait, ils étaient tournés en 1935. Ah, okay. Donc, en fait, nous ce qu'on a retrouvé, peut-être que c'était les copies qui, après, il étaient distribuées dans les régions. Okay. Parce qu'en fait, il n'y avait pas, dans toutes les salles de projection, des projecteurs 35 mm. En fait, grâce à des livres qu'on a retrouvés, on a
les matériels qui étaient dans les différentes salles. Donc en fait, nous, on a retrouvé aussi des 35 mm, mais les plus gros copies qui ont gardé sont des 16 mm. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que dans quelque part, il y a des négatifs, parce qu'à la base, il était tourné en 35 mm. Et donc, vu l'importance historique, parce qu'après, on parle de l'indépendance à 1980. Et moi, en tant qu'historien, c'est un peu comme dire, mais c'est un peu comme si on va détruire des monuments romains, parce que c'est vraiment l'archéologie visuelle du Sénégal indépendant, ça. Donc, en fait, c'est pour la première fois que des news et des films, elles étaient tournés par des Africains et pour des Africains, parce qu'en fait, c'est ça l'importance. Avant, il y avait la colonisation, et donc c'était des actualités françaises, comme ça peut être des actualités anglaises ou des ciné-giornali dans les différentes colonies, si c'était français, anglais, italien. Mais l'idée qu'après l'indépendance, en fait, c'était la vraie voix, qui après c'était toujours été la voix du pouvoir. Hein. Il ne faut pas se cacher derrière un doigt. C'était ce que l'État il voulait dire. Mais en tout cas, ça donne des matières pour les historiens, pour les chercheurs, et aussi pour comprendre comment c'était le déroulement de l'histoire africaine. Parce que malheureusement, on connaît très peu sur l'histoire contemporaine africaine. Et nous, on parle toujours, il y a la colonisation, après décolonisation, et il y a comme un trou noir, comme si en fait rien ne s'est passé. Et dans cette actualité, en fait, on a retrouvé plein de pépites, des moments historiques, des visages, comme les premiers présidents africains, comme une actualité qu'il présentait le Festival mondial des arts nègres qui s'est déroulé à Dakar en 1966, ou des visites d'importants, et surtout dans cette bobine et dans des copies qu'en fait on aimerait bien numériser, il y a les backstage des films de Sembène Ousmane, de Djibril Diop Mambéty. Donc en fait on peut voir les réalisateurs sénégalais qui tournaient des films. Donc en fait c'est à 360 degrés l'importance de sauver cette archive. Ce qui est important de savoir justement sur la possibilité de produire des films à cette époque-là, c'était que pendant la colonisation, il y avait une loi qui interdisait aux Africains de se filmer. Du coup, finalement, c'est une question de narration. Après l'indépendance, le Sénégal raconte le Sénégal. Les Sénégalais peuvent raconter. Du coup, c'est un produit pour les populations locales et ce n'est pas une histoire qui vient d'ailleurs. Et par rapport les négatifs, c'est qu'à Dakar, il n'y avait pas des laboratoires de développement de pellicules. Du coup, ils étaient envoyés probablement dans des laboratoires en France et probablement c'est là-bas où éventuellement les copies négatives peuvent être conservées. Donc ce projet-là aussi est dans cette démarche de recherche des originaux pour essayer d'en avoir une copie ou éventuellement d'avoir la copie originale première pour en faire d'autres tirages. En tout cas, c'est de restituer ce matériel qui soit accessible à des professionnels, à des historiens, ou simplement que ça soit accessible comme un livre dans une bibliothèque. Et donc ça, c'est le triage qu'on a fait sur place en novembre 2019. Ça nous a pris environ 2 semaines avec des techniciens de la DCI. Et c'est important de citer M. Diaz, qui n'est plus le directeur de la DCI, avec qui on a fortement voulu ce projet-là et qui a décidé à un moment donné de bloquer les choses parce qu'au niveau des procédures administratives devenait très long. Le projet, on a commencé à l'écrire en 2017 avec des recherches, des enquêtes, des questionnements avec des professionnels, des gens de la culture pour savoir comment démarrer une stratégie aussi financière. Donc le projet a démarré sur une base autofinancée. Mais c'était important justement de faire émerger ce matériel et pouvoir commencer à le montrer. Donc au final, la valorisation a un peu anticipé d'autres processus. Grâce à Toulouse, on a pu digitaliser 4 bobines et on a pu commencer à montrer ce matériel-là qui a sollicité évidemment vraiment un fort intérêt parce que c'était l'époque post-indépendance où un pays se construisait et il y avait toute une envie à différents niveaux. Donc voilà, novembre 2019, on a effectué aussi des tests d'acidité justement pour constater quelles étaient les bobines et dans quel état éventuellement elles s'est trouvée. Et tout ce matériel a été déplacé dans une petite pièce dans les nouveaux locaux où la DCI est logée aujourd'hui, même s'ils attendent encore d'être déplacés.
Donc les boîtes que vous voyez là derrière en arrière-plan, c'est des boîtes qu'on a dû finalement abandonner, des bobines qui n'étaient plus sauvables. Mais heureusement, on a aussi retrouvé partie de l'archive non filmique, du coup des scripts, des actualités, justement là où on peut constater à travers ce type de matériel quelle bobine nous manque, éventuellement pour la chercher. Mais de toute manière, c'est un témoignage, encore une fois, de comment la production cinématographique a démarré au Sénégal. Parce que c'était à travers le service d'information où les premiers réalisateurs ont pu se former, commencer à toucher le matériel technique qui n'existait pas sur le territoire avant cette époque-là. Pardon si je te coupe, donc en fait, des réalisateurs comme Pauline Soumounouviera, Ababakar Samaharam, Momartiam, qui sont des réalisateurs sénégalais connus comme pour les productions propres, ils travaillaient aussi dans les services d'information. Mais il faut aussi dire que les services d'information, c'était un peu comme une sorte de coopération pour tous les cinéastes africains, parce qu'en fait, il y a toujours cette anecdote que Sembène Ousmane, il a tourné son premier film 35 mm avec les caméras de l'Institut du service d'information, qui c'était géré par Pauline Soumounouviera. Et Sembène Ousmane, il n'aimait pas trop Senghor. Et donc, il y a cette sorte d'anecdote qu'un jour, ils se sont croisés dans un couloir et Senghor, qui c'était le premier président, il regarde Sembène, il a dit « Tu m'aimes pas, mais quand même tu utilises ma caméra pour faire mes films. » Et quand même, il n'a jamais empêché de tourner des films. L'unique chose qu'il a fait Senghor contre Sembène Ousmane, quand il a fait sortir le film Tchedo, c'est de l'enlever dans les actualités sénégalaises. En fait, nous, on a cette bobine pas encore numérisée où il y a Sembène Ousmane, il tourne les nouveaux films. Tout ça, on les connaît parce qu'on a lu tous les scripts, donc tous les scénarios. Donc, il sort les films et après, de ce moment-là, Sembène Ousmane, il est disparu. Et en fait, je serais bien curieux de savoir comment ils ont présenté ce film, parce qu'avant, c'était un nouveau film de notre réalisateur, notre cher compatriote, et après, il est disparu parce qu'il n'aimait pas trop les contenus de ce film. Et donc, en fait, c'est un peu une enquête et découvrir un peu toutes les histoires qu'il y a derrière le cinéma. Et il ne faut pas oublier que dans cette année, la naissance d'un cinéma national sénégalais, c'était aussi un engagement politique. Donc, en fait, après années de colonisation, après années de racisme dans les films, les réalisateurs sénégalais et africains surtout, ils avaient la nécessité en fait de redonner une image différente de ce que les pellicules européennes et occidentales, ils donnaient toujours de l'Afrique. Donc, pas de pays exotiques, il n'y a pas de cannibales, il n'y a pas la civilisation, il ne doit pas venir forcément de l'Occident. Donc, en fait, l'idée, c'est de transmettre les valeurs et la culture et la tradition africaine. Et ça, en fait, on le respire, on le voit dans les productions cinématographiques. Donc, en fait, c'est tout une chose qui nous permet de reconstruire un peu en sorte de l'histoire de l'Afrique et du Sénégal, même à travers les films. Donc après la phase de triage sur place, ça c'est, comme je vous disais, les bobines abandonnées, c'est récupérable au fait. On est passé à une phase d'analyse pour essayer de identifier ce qui existait entre le catalogage effectué en 2012 et ce qui était déplacé dans les locaux. Le monsieur que vous voyez à côté de Marco, c'est le directeur Diaz. Et la table sur laquelle Marco a pu visionner et vérifier, contrôler l'état des bobines physiques et les réparer éventuellement, c'est une table visionneuse qui a construit d'une manière artisanale, pliable, petite et légère, mécanique à la main, qui fait passer une bobine d'un côté à l'autre pour pouvoir justement analyser le support, éventuellement le réparer quand il est cassé de cette manière, parce qu'il doit être préparé pour ensuite passer dans une machine à laver et être numérisé dans un scanner. Donc, c'est des machines très simples qui nous ont quand même permis d'avancer à petits pas et avec des moyens justement pas chers.
Ensuite, en février 2020, on est retourné sur place parce que c'est un bâtiment de 10 étages. Donc, on n'avait pas pu vraiment contrôler tous les autres étages. Et on a constaté qu'au 6e, il y avait le service photo qui travaillait en binôme avec le service cinéma du bureau de l'information. Et ce qu'on a retrouvé, c'est une archive assez consistante d'environ 150 000 négatifs, bien catalogués jusqu'aux années 80, après un peu moins bien catalogués, mais de toute manière, en termes général, dans des meilleures conditions de l'archive filmique. Donc, il y a une partie de la documentation de l'époque coloniale des années 50 et des supports négatifs 6.6 et ensuite, à partir de 1976, 35 mm. Et ensuite, on est passé au numérique dans les années 2000. Il y a aussi quelques plaques en verre, toujours de l'époque coloniale. Ça, c'est les locaux. On a installé le petit laboratoire, qui est vraiment tout petit. Et avant d'être le laboratoire, était une cuisine, mais avait des caractéristiques qui nous convenaient. Donc, avec du carrelage, on a installé les placards. Et désormais, les bobines sont à l'abri des hautes températures, de l'humidité, de la poussière et tout ce qui peut les abîmer, en attendant d'être toutes numérisées. Et c'est enfin début 2020 que la Cinémathèque de Toulouse a décidé de nous soutenir en numérisant les premières 4 bobines que Marco a sélectionnées par importance historique, culturelle, de contenu sociopolitique en général. Et voilà. Donc, la toute première, c'est l'actualité sénégalaise qui annonce le premier festival des arts nègres qui s'est fait en 1966 à Dakar. Et c'est une actualité sénégalaise tournée par Paulin Soumanou-Vieira. Était un film censé être disparu. Donc, finalement, on a retrouvé ce film-là. Et on voit vraiment le Sénégal qui se prépare à accueillir l'univers de la culture nègre et de la diaspora. Du coup, il y a eu vraiment beaucoup de visiteurs à cette époque qui étaient venus à Dakar justement pour assister aux différents événements, musique, sculpture, peinture, tout ce qui était par rapport à la culture panafricaine. Si. En fait, c'est une carte postale. En fait, ils préparaient l'événement. Et dans les scripts, pour comprendre ce qu'est l'attente de cet événement, c'est que depuis déjà le mois de janvier, ils ont commencé à mettre, ça manque 6 semaines au Festival mondial des arts. Donc, en fait, on a vu des cartons, ça manque 6 semaines, ça manque 4 semaines. Et en fait, c'est vraiment on respire vraiment l'esprit de la négritude qu'il y avait dans cette année. L'idée, en fait, de faire voir le Sénégal comme une ville moderne. Et en fait, la chose qui s'étonne, c'est que cette actualité-là commence, il disait, il y avait même pas 100 ans que Dakar était un village de cabanes et paillotes, et maintenant c'est devenu une ville moderne. Et en fait, on a cette vue aérienne de Dakar, où on voit tous les palais, et c'est vraiment une carte postale, c'est une promotion pour cet événement, qu'après il était le premier événement culturel important, mondial, fait par un pays africain en Afrique. Et en fait, c'était pour valoriser sa culture, où tous les artistes du monde noir et de la diaspora, ils sont arrivés à Dakar, où il y avait plein d'expositions, il y avait, en fait, tous les 7 arts, ils étaient mis en valeur, et surtout, il y a eu des colloques le focus était la culture au service du développement. En fait, il pensait vraiment que la culture, ça pouvait être un étincelle, en fait, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir une évolution indépendante après beaucoup des années où la culture noire, en fait, c'était que du folklore et des superstitions, parce que c'était ça avant. Et dans cette actualité-là, en fait, ça transparaît tout l'envie de réussir dans cet événement, il était étudié depuis longtemps, c'est depuis 1956, donc 10 ans qu'il pensait de faire cet événement, et après, c'était un succès énorme, mais on le sent, on respire vraiment l'envie de réussir à faire découvrir la culture africaine au monde entier. Et en fait, c'est une actualité qui parle à tout le monde, soit au local, soit aux visiteurs étrangers qu'il était à Dakar.
Et dans cette image-là, quand je vous disais qu'il y a des images des réalisateurs, lui c'est Semben Ousmane, c'est lui qui avec les doigts comme ça, et le monsieur avec les chapeaux c'est Karistan. Et quand on vous disait en fait que dans les services cinéma, tout le monde il aidait. Karistan, il était le cadreur de Pauline Sumunovera pour le premier film, que c'était une des premiers films tournés pour une africaine en France, que c'est Afrique sur scène. Donc lui, après il est devenu le cadreur de Semben Ousmane. Semben Ousmane, il était aidé à la régie et à par Abakar Samaharam, et le producteur c'était Pauline Sumunovera. Donc c'était comme une sorte de grande famille que tout le monde il était concentré en fait pour réussir dans cette production cinématographique. C'était, comme je disais tout à l'heure, un film disparu. Et parce qu'il existe d'autres documents filmiques sur cet événement-là. Un été produit par les Russes, l'autre par les Américaines. Et il y en a un italien aussi, qu'on a retrouvé récemment. Du coup, on va essayer également de l'associer à ce film-là. Mais il n'y avait pas la version sénégalaise de l'événement. Donc, finalement, la version est là. Le deuxième film qui était numérisé, c'est un documentaire sur le Grand Magal de Touba, qui est une célébration de la ville sainte de Touba. Et c'est le premier Magal de Touba post-indépendance, réalisé par Blaise Senghor. Ce film s'est viré en rouge, du coup, tous les films ont besoin d'une restauration quand même. Donc, pour l'instant, on va montrer que des extraits parce qu'on souhaite effectuer la restauration pour les remettre dans des conditions optimales du départ. Et ce film a gagné un prix en 1962 à la Berlinale, à la Biennale du cinéma. Voilà. Okay. Quand on vous disait qu'en fait, dans cette bobine, on peut voir plein de choses. Et on peut voir même l'évolution qu'il a eu la société sénégalaise. Les deux figures qu'il y a dans la scène, c'est le monsieur avec la cravate, c'est Mamadou Dia, et c'était le premier ministre sénégalais. Et à côté, il y a Serine Faliou, que c'est le chef spirituel de la confrérie de Touba. Maintenant, il y a toujours Touba et toujours les hommes politiques qui vont vers cette guide religieux, mais une chose qui s'est changée, c'est que Mamadou Dia, il était habillé laïquement, donc il n'avait pas les vêtements traditionnels comme il peut avoir Serine Faliou. Donc en fait, il y avait encore bien fort la division entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et ça, c'est une remarque qu'il nous a fait Baba Diop, que c'est un critique cinématographique. Et la première chose, il a dit en 1961, on allait habiller, l'État il allait habiller laïquement. Donc en fait, c'est tout ça peut être de l'anthropologie, ça peut être de la sociologie. Dans cette documentaire-là, on voit aussi qu'il y a des pratiques qui sont à la limite d'être paganes, parce qu'il y a des gens qui marchent sur des charbons de feu, et où il y a aussi des pratiques qui sont disparues, comme amener des bois pour faire les repas. Maintenant qu'il y a les gaz, cette protection, en fait, elle est disparue, mais il y a des anciens qui disaient « Ah oui, moi je me souviens qu'il y avait, mais après, avec les gaz, elle est disparue. » Donc, en fait, on peut même retracer un peu l'histoire sociologique, le développement du Sénégal, et aussi comme ça change les pratiques spirituelles au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose d'important. Et que tout le monde, je pense qu'il a le droit et le devoir de connaître qu'en fait, il y a eu toute cette pratique, qu'il y a eu toute cette évolution, et que si on l'oublie, en fait, après, on risque de perdre une partie de l'histoire mondiale, parce qu'en fait, toute l'histoire, il doit être composé de beaucoup de micro-histoires. Et je pense qu'en ce moment, pour comprendre bien le monde, ça manque en grosse partie de l'histoire africaine. En fait, aussi pour comprendre comment s'est évolué le monde, comment s'est évoluée la société occidentale et mondiale.
La troisième bobine qu'on a pu numériser, c'est une actualité camerounaise, donc qui était une coproduction de l'Afrique centrale sur une réunion de l'Union africaine et malgache qui existait à cette époque-là. Et c'était une rencontre organisée à Bangui, en République centrafricaine. Et ça démontre aussi la relation qu'il y avait entre les États à ce moment-là, post-indépendance, au niveau des échanges politiques, de savoir. Et cette actualité s'est trouvée aux actualités sénégalaises qui venaient d'une coproduction d'autres pays de l'Afrique centrale et pas de la même région. Parce qu'on parle de la région ouest africaine et de l'Afrique centrale. Et une autre chose sur cette actualité camerounaise, c'est que cette réunion a été faite 3 jours après la paix d'Évian. Et donc, en fait, ça change beaucoup, ça changeait beaucoup la politique africaine. En fait, il y avait un politicien béninois qui disait, après la paix d'Évian, il faut faire attention parce qu'en fait, nous, on va payer très cher. Et en fait, c'est arrivé. Et dans cette actualité, c'est la dernière image de Senghor et Mamadou Dia assis aux mêmes tables, avant que Senghor il fait emprisonner Mamadou Dia pour tentative de coup d'État, qu'après, en fait, il s'est révélé qu'il n'a jamais eu cette volonté de faire un coup d'État. Mais en fait, ce sont les dernières images de Senghor et Mamadou Dia aux mêmes tables. Et le monsieur avec les lunettes, c'est Mamadou Dia. Et c'est aussi un portrait avec les premiers présidents africains. En fait, il y avait Léon Ba du Gabon, il y avait Mago du Burkina, de l'Haute-Volta, parce qu'autant c'était encore Haute-Volta, et il y avait encore écrit Dahomey. Donc en fait, il y a vraiment les premiers présidents africains, et après beaucoup de coups d'État, en fait, ils ont tout changé après très peu de temps, presque tous les présidents. D'où l'importance de ces films en termes de sources historiques. Et le quatrième film, il est intitulé Réalité, et le titre que vous voyez entre parenthèses, c'est le Ndeup, qui est un rite de guérison pratiqué encore aujourd'hui par les Lébou, qui est la population autochtone de la presqu'île de Dakar, et tourné par Tidianao, qui est un réalisateur qui donnait préférence à ce type de narration. En fait, il racontait la société sénégalaise dans ses pratiques traditionnelles, sous forme de docu-fiction. En fait, il est tourné avec un ciné-club de Bargny, qui est un lieu où ces pratiques se font encore aujourd'hui, des lieux de conservation de ces pratiques. Du coup, là, on a quelque part du patrimoine filmique qui nous révèle un patrimoine immatériel d'une pratique culturelle. Même si ça c'est un film ethnographique, l'Afrique il était beaucoup raconté à travers des documentaires ethnographiques. Mais comme il disait Jean Rouch, on peut le dire tout contre, mais pas qu'il était un colonialiste, donc en fait qu'il avait un esprit ouvert. Mais il disait, même si quelqu'un de vraiment africanophile, qui respire l'Afrique, il fait un documentaire sur l'Afrique, il aura toujours un regard extérieur. Dans ce documentaire, en fait, on voit les points de vue aussi, soit comme il était filmé, et soit dans les commentaires, qu'en fait, le point de vue, c'est vraiment interne, de quelqu'un qui connaît bien comment ça se passe l'Ndeup. Et ce film-là, c'est un docu-fiction parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas le droit de filmer de l'Ndeup parce que c'est un rituel sacré. Et donc, il a utilisé les mêmes femmes qu'il faisait l'Ndeup en disant ils ont fait une mise en scène. Et c'était les femmes de Bargny, donc en fait c'est un village à côté de Dakar. Et en fait ça c'est aussi l'exemple de quand le cinéma national sénégalais s'est mis en place. L'idée c'est aussi de raconter selon son point de vue sa culture, sa tradition, utilisant les vrais mots. Et il n'y a pas de jugement, c'est vraiment comme il se déroule. Mais on le voit qu'en fait, il y a de l'émotion et on touche qu'en fait, le réalisateur, il connaît de ce qu'on parle. Parce que nous, on peut étudier anthropologie et ethnologie jusqu'à qu'on veut, mais on ne saura jamais, on ne comprendra jamais ce qu'il signifie pour quelqu'un faire un rite comme l'Ndeup.
Donc, en fait, c'est ça l'importance de sauver cette archive, parce qu'il révèle un point de vue que jusqu'à ce moment-là, il était un point de vue donné toujours par des étrangers. Donc là, on est aujourd'hui à une phase de valorisation, même si on a effectué qu'une petite partie de la numérisation de cette archive, mais ensuite, deux événements qu'on a réalisés en fin d'année 2020, on s'est rendu compte que c'était indispensable de commencer à diffuser et de rendre accessible ce matériel. Il y a eu un festival de courts-métrages. Là, on a rencontré aussi avec Diaz des jeunes réalisateurs. Et les réflexions, en fait, le questionnement était porté sur comment réutiliser ce matériel, éventuellement dans des nouvelles productions contemporaines ou simplement comme de matériel de réflexion pour écrire d'autres choses, et de comment la narration a été faite à cette époque-là et de comment on peut la faire aujourd'hui. Et suite à cet événement du festival de court-métrage et un événement d'art contemporain dans lequel on a présenté une vidéo expérimentale où on a fait jouer des images tournées dans les anciens locaux avec de l'archive, qu'aujourd'hui on ne verra pas, mais peut-être dans le futur. Le mois de juin, entre juin et juillet, on a présenté une exposition photo qui va en parallèle à la narration des films numérisés. Donc dans l'archive photo qui est mieux conservée, comme on voyait tout à l'heure, on a sélectionné 300 négatifs. Voilà, donc on a scanné 300 négatifs, dont une centaine ont été tirés sur de gros formats, pour présenter une exposition au musée Théodore Monod d'Éléphant, qui est l'Institut fondamental de l'Afrique noire. Le but, c'était aussi de faire jouer deux lieux de conservation du patrimoine sénégalais, et du coup, la direction de la cinématographie avec la collection permanente de l'Institut fondamental de l'Afrique noire, même si on l'a présenté dans une autre salle. Donc, les deux patrimoines mis côte à côte. Et le titre de l'exposition était Libet Menouwongis, qui veut dire « ce que les yeux ne pouvaient pas voir ». Donc, quelque part, c'était des images qui manquaient à une vision globale, une vision de la naissance d'un cinéma qu'aujourd'hui est présent et qui est très fort aussi, parce que la production cinématographique sénégalaise est très importante aujourd'hui. Et le public a eu une très forte réponse face à ces images-là. On a eu des visites aussi d'un ancien directeur, Fidel Diémé, qu'on retrouve à côté de Madma Johnson Traoré, qui est le réalisateur avec les lunettes. À côté, c'est Fidel, qui est venu se voir à l'époque, quand il était jeune. Et sur un mois d'ouverture de l'exposition, avec des visites guidées tous les jours, on a reçu 1000 visiteurs, entre des groupes scolaires, des professionnels, des amateurs ou pas du cinéma. Et c'était un moment de partage de ces images de la naissance du cinéma sénégalais très fort. Il y avait aussi du matériel technique qu'on a exposé, des anciennes tables de montage, des projecteurs, des affiches qui étaient heureusement encore conservées. Donc on voit l'affiche du film de Sembène Ousmane, La Noire 2, un portrait de Sembène avec l'équipe de La Noire 2 et Paulin Soumanou-Viera, comme disait Marco, qui a beaucoup aidé Sembène à démarrer dans sa production et est devenu en fait son producteur. Oui. Il faut dire qu'on a choisi ce tableau parce que La Noire 2, c'est le premier long-métrage jamais tourné en Afrique par un Africain. C'est vrai qu'après, c'était une petite coproduction avec les actualités françaises, parce qu'ils continuent à collaborer. Mais avec La Noire 2, en fait, c'était le premier long-métrage tourné en 35 mm. Jusqu'à ce moment-là, il avait des courts-métrages, moyens-métrages. Mais avec La Noire 2, qu'après il a gagné des prix à l'international. En fait, on peut dire que l'Afrique, il est rentré dans le grand cinéma avec la C majuscule, parce qu'ils ont démontré qu'il était capable de produire, d'écrire, produire et faire avec des techniciens africains des longs métrages. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a choisi Sembène Ousmane. On a retrouvé aussi les castings, et en bas c'était Pauline Soumanou-Viera, que c'était lui qui l'a toujours aidé Sembène Ousmane à tourner ses films. Donc en fait, pendant qu'on faisait la visite guidée, on disait que Sembène Ousmane, sans Pauline Soumanou-Viera, peut-être qu'il ne pouvait pas exister. Parce que Sembène Ousmane, il rentre en France en 1960, il va chez Pauline Soumanou-Viera en disant « je veux faire du cinéma ».
Et Pauline Soumaora, il pense, non. D'abord, tu vas te former, après tu viens parce que c'est l'image, c'est une chose sérieuse. Donc, Sembenoun, il part, il fait un cours de formation en Moscou, en Union soviétique. Il revient, il dit, je suis prêt. Et lui, il a dit, OK, on est prêt pour faire du cinéma maintenant. Et donc, ça, c'est une collaboration qu'il a continué après avec Les Mandats et des autres films, avec cette collaboration avec tous les cinéastes. C'était la force, en fait, de la cinématographie sénégalaise. En fait. Chacun, il s'aidait une avec l'autre. Donc, c'était aussi important de construire un réseau de collaborateurs tels que la Cinémathèque Toulouse, mais également aussi la Cinémathèque de Bologne et des partenaires au niveau local de Dakar. Donc, le premier partenaire pour l'exposition photo était l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'Istituto Italiano di Cultura, l'Institut français, le Goethe, qui ont aidé à la coproduction de l'exposition photo. Il y a aussi un dialogue qu'on a installé avec l'EBAD, qui est l'école des archivistes et bibliothécaires, justement parce que ce métier-là n'est pas encore en place au Sénégal. Donc le projet prévoit aussi la formation des techniciens pour rendre finalement opérationnelle la DCI, parce que pour l'instant on est à deux. On a évidemment collaboré avec les techniciens, mais qui n'ont pas les connaissances qu'il faut pour gérer ce type de matériel. Il y a un dialogue aussi avec l'INA et l'AFD, qui est l'Agence française de développement Sénégal, sur la base d'un autre gros projet dans lequel probablement ce projet-là va confluer. En fait, ils sont en train de construire une cité du cinéma pour la production cinématographique et Diaz avait demandé d'avoir des bureaux pour stocker ce matériel, le conserver et éventuellement le traiter du coup avec un équipement technique. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de ce projet-là. Et on a avancé, comme je vous disais, sur plusieurs côtés pour pouvoir le rendre un peu plus stable et sensibiliser pas seulement le public, mais les institutions qui au final sont eux qui prennent les décisions pour le rendre vraiment durable dans le temps. Voilà, merci de votre écoute. Alors, moi, une chose dernière que je veux faire, c'est que on doit remercier Franck et Francesca, parce que sans vous, nous, on n'aura pas pu initier ce projet. C'est vraiment un merci parce qu'en fait, vous êtes les premiers qui vous avez cru dans cette notre utopie de salver cette archive. Et moi, l'amour que j'ai de Toulouse, c'est parce qu'après, moi, que j'ai terminé le master, moi, je suis venu ici comme stagiaire. Donc, en fait, j'ai fait 6 mois comme stagiaire et c'est grâce à eux que moi, j'étais capable de construire une table de visionnage pliable parce qu'en fait, ils m'ont laissé beaucoup de liberté en utilisant les outils. Et donc, en fait, la première institution que j'ai pensé quand on demande à qui, moi je dis on peut le demander à Toulouse parce qu'ils sont vraiment passionnés. Parce que quand j'étais là, moi je disais à tout le monde, moi j'ai un projet au Sénégal, Et en fait, quand j'ai parlé avec Francesca, elle m'a dit, alors quand même, tu as réussi à faire ce projet? J'ai dit oui, mais j'ai besoin d'un coup de main. Là, en fait, j'ai besoin d'un coup de main. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, c'est grâce à la Cinémathèque de Toulouse, tenir à vous remercier, que sur ce projet, il a commencé en fait à devenir concret, qu'on a pu en fait montrer les images qu'il y avait dedans, parce que jusqu'à quand il y avait des bobines, c'était des bobines. On pouvait pas, on pouvait dire que c'était le contenu, mais on sait bien que le pouvoir de l'image en mouvement, c'est total. Dès que la direction de la cinématographie il était déjà engagée, mais dès qu'ils ont vu les images, on dit non, là c'est vraiment important, on connaît les valeurs de cette archive, mais maintenant qu'on les voit, en fait, on apprécie plus. Et en fait, on doit remercier aussi le nouveau directeur Germain Colli, qui en fait, il a continué sur la route qu'il a tracée Monsieur Jazz, et c'est grâce à Colli qu'on a pu faire l'exposition, oui. Et être ici, on est allé à Bologne, la dernière édition, et semaine prochaine on sera au Quai Branly en fait pour continuer à parler de ces projets, parce qu'en fait l'idée c'est de continuer à parler de cette archive jusqu'à qu'à un moment il sera
vraiment autonome, et cette œuvre de valorisation, ça doit amener en fait à sauvegarder, valoriser en fait tous les contenus, parce que on a 250 bobines, mais en vrai, on a 6000 bobines dans quelque part disparues, et surtout on a 150 000 négatifs, que c'est toute l'histoire. À 360 degrés, dans la politique, au spectacle, à la culture, à l'économie. En fait, ça nous donne, ça donne envie de regarder, d'étudier et de continuer à faire connaître cette histoire. Je voudrais dire aussi quelque chose par rapport des questionnements qu'on se pose, nous, en tant que créateurs d'images, parce qu'à la base, on était des vidéastes. Et c'est des réflexions qui sont quand même partagées à ce moment-là. Il y a des événements majeurs sur Dakar qui se produisent chaque année, comme la Biennale d'art contemporain, les ateliers de la pensée, et toutes ces réflexions sont portées sur comment produire du contenu aujourd'hui qui va constituer la matière de constitution de société. Évidemment, aujourd'hui, les images ont un poids majeur dans notre vie, parce qu'on a tout le temps un portable dans les mains, et du coup, on a une surcharge excessive d'images, de consommation d'images. Et quelles sont les images qu'on veut consommer, qu'on veut produire et remettre en circulation? Il faut que nous correspondions. Et en habitant au Sénégal depuis une dizaine d'années, évidemment, forcément, le point de vue change, et qu'il y a un fort contraste quand on revient en Europe et qu'on regarde des images sur l'Afrique qui ne correspondent pas à la réalité qu'on vit au quotidien. Et du coup, à un moment donné, probablement, on s'est dit, on a marre de voir des choses qui est du faux. C'est pas ça qui se passe. Et d'avoir pu accéder, construire, écrire et partager un projet de ce type-là, pour nous, c'était une évidence. On ne pouvait pas faire semblant d'avoir pas vu cette archive-là, de savoir qu'elle était abandonnée, que quelqu'un cherchait de le récupérer. Et comme on est actif dans la vie culturelle depuis longtemps, qu'on collabore avec des créateurs locaux ou internationaux qui viennent à Dakar, c'était une conséquence normale de notre processus de création. Merci à tous les deux, Tiziana et Marco, pour cette présentation passionnante. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Juste, effectivement, tu parlais, Marco, de Hugues Diaz, de Germain Colli. Alors, c'est vrai que Germain Colli devait être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, pour les questions de quarantaine et de voyages compliqués entre le Sénégal et la France, malheureusement, il a dû renoncer. Mais voilà, on le salue, bien sûr, parce que c'est important que, on le sait, le soutien, évidemment, politique est important dans ce type de projet. Je salue aussi Hugues Diaz, que je connaissais aussi et qui a été très important pour vous au tout début du projet. Donc, j'espère que ces soutiens, en tous les cas, vont continuer à accompagner ce projet. Je commence avec une question, et puis bien sûr, n'hésitez pas si vous en avez, vous, de votre côté. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a 250 copies que vous avez réussi à sauver sur les 6000 initiales dont vous parliez. Est-ce que vous avez pu aujourd'hui tout visionner, ou où est-ce que vous en êtes clairement sur l'état, on va dire, de ces 250 copies, et puis parler après peut-être effectivement du projet de numérisation et de restauration, comment vous l'envisagez, avec quels partenaires, quelles sont les prochaines étapes, on va dire, du projet, parce qu'on a bien vu que sur l'état des lieux et sur un peu la réorganisation de l'archive, on a vu très clairement où vous en êtes. Alors, on n'a pas encore visionné tous les 250 bobines, parce qu'en fait, en ce moment, vous avez vu les images, donc en fait c'était un peu le chaos. Et c'est pas que nous on a retrouvé tous les matériels et tous les documents dans la même pièce. Donc, et surtout, chaque fois qu'on retourne dans les anciens locaux, on continue à retrouver des documents. Donc, une chose qu'on est en train de faire maintenant, c'est de regrouper tous les scripts des bobines et les mettre en ordre par sortie et par an. Parce que les bobines, comme vous savez très bien, on peut voir les images, mais dans les 16 mm, c'est très petit. Donc, en fait, des fois, on n'arrive pas à reconnaître. On arrivait à reconnaître Senghor et Mamadou Dia, Valdio Dondiaye et Sembène Ousmane, mais par physionomie. Donc, OK, Senghor, c'est lui qui a les lunettes, en 16 mm. Mamadou Dia, c'est le monsieur très haut. Sembène Ousmane, s'il y a la pipe, c'est lui. Et donc, en fait, on a commencé comme ça. Donc, maintenant, on est en train de regarder dans les scénarios, dans les scripts des actualités, cette bobine, OK,
On l'a, donc on le dit. Bobine, scénario, on l'a, donc on sait les contenus et on en commence à réparer, visionner cette bobine. Beaucoup des bobines qu'on a retrouvées, c'était... Nous, on a sauvé tout. On était vraiment 360 degrés. Mais on doit donner des priorités. Donc, bien sûr que des documentaires tournés par l'UNESCO sur comment se nettoyer les mains, on a donné une priorité plus bas par rapport à des autres priorités parce que sont changés aussi les temps. Après, sont importants même ça. Mais l'idée, c'est en fait de commencer à chercher des images qu'en fait, ça peut être plus intéressant pour en fait créer le grand public. En ce moment, au Sénégal, les Sénégalais ils aiment bien l'histoire. C'est un peuple vraiment passionné. Mais on doit créer le grand public envers les archives. Donc en fait, on a choisi les 4 bobines parce que, ok, Festival mondial des arts nègres, Magal de Touba, actualité camerounais et un moyen métrage. Que les moyens métrages, c'est le premier film de Tidjanao, qui après c'était le premier Sénégalais qui n'a jamais gagné un prix au FESPACO. Donc en fait, on en commence à donner des priorités. Après, bien sûr, vu qu'on parle de cinéma, on a commencé à chercher s'il y a des images des autres réalisateurs. Et donc on a retrouvé qu'il y a 4 bobines où il y a 3 films de Sembène Ousmane, tournée donc de backstage, et une de Montmartiam. Et moi, j'ai perdu beaucoup de temps pour chercher une actualité sénégalaise où il y avait Djibril Diop Mambéty qui tournait Badou Boy. Je ne l'ai pas encore retrouvé, mais je sais que dans quelque part il doit être, parce que je ne l'ai pas retrouvé dans les bobines qu'on a jetées. Donc en fait, on a donné la priorité à ça. Et après, vu qu'en fait, numériser en bobine, ça prend des moyens, ça prend du temps, il n'y a pas les matériels techniques à Dakar. On a passé les derniers 7 ou 8 mois en fait à nettoyer les négatifs photos pour faire l'exposition. Donc en fait, à un moment donné, on a un peu mis en pause les bobines pour dire ok, on va parler du cinéma à travers des autres moyens et surtout à parler des archives. Et donc en fait, là... nettoyer 300 négatifs, les numériser dans une définition que c'est hyper haute. On a dit, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait à 12 000 pixels, que c'est même les photographes disaient mais non, c'est trop. Et je dis mais non, ça va, on les garde en bon format. Et en fait, après, ça nous prit du temps pour l'organiser, parce qu'en fait, on voulait faire une bonne exposition. Je pense que, vu que on a eu 1000 visiteurs dans un mois, et surtout avec des visites guidées, parce que l'idée, c'est de donner du contenu. En fait, c'est pas faire, on fait une expo sur le cinéma, non. On faisait des visites guidées en accompagnant, en faisant un heure de tour, en expliquant tout bien les bobines. Et après, en attendant, en fait, on a réussi à récupérer un autre film, à trouver un film à la Cinémathèque de Rome, qui grâce à Anna Maria Coletti, à les directeurs, ils ont envoyé en copie que c'est le film de fin d'études de Babacar Samaharan parce qu'il avait étudié à Rome. Donc en fait, on s'est un peu arrêté côté bobine, même si l'idée c'est de continuer. Mais en fait, pour continuer à faire avancer un peu dans différentes directions. Mais l'idée, c'est que dès qu'on rentre à octobre à Dakar, on reprend à réparer, visionner les bobines, et en fait pour continuer à avoir un cadre un peu plus clair de ce qu'on a. Parce que même les documents des scripts qu'on a retrouvés, des fois, il y a aussi la voix off. Donc on sait qu'est-ce qu'ils disent. Des fois, il y a seulement des news. Visite guidée le président. Mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent. Donc, en fait, on doit encore un peu choisir. Je pense que les prochaines bobines qu'on veut numériser, ils seront sur le cinéma et sur des fêtes d'indépendance, parce qu'en fait, avant, il y avait des spectacles énormes, un peu comme
Chinois, les Coréens qui jouent avec les cartons, ils font des chorégraphies au stade. Et donc, voir toute cette image-là, faire revivre en fait une Dakar que beaucoup de gens, ils n'ont jamais vécu. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein. On va voir quelques images, hein, puisque je pense que on va voir donc les films qui ont été numérisés par la Cinémathèque de Toulouse. Juste avant ça, est-ce que vous avez réussi, parce que vous avez fait un travail énorme tous les deux, hein, mais est-ce que vous commencez à rassembler autour de ce projet des Sénégalais, des étudiants par exemple, qui commencent aussi à s'intéresser à ce fonds et à travailler avec vous sur la recherche, la documentation, tout ce travail qui est énorme et que vous ne pourrez pas faire que tous les deux. Donc comment ça se construit petit à petit cette question Déjà, cette envie de ce projet, c'était partagé avec des collègues de Languedoc, des collaborateurs de Languedoc, dont finalement on a pu se constituer en association culturelle, dont par exemple Baba Diop fait partie, qui est notre conseiller primaire, qui est un critique de cinéma, un vieux monsieur qui est à fond dans la production cinématographique, dans la préservation de la mémoire de la culture sénégalaise. On a eu la possibilité aussi d'inviter des écoles, de recevoir des écoles pour leur montrer justement un côté un peu plus pédagogique de quoi ça ressemble, de comment ressemble une archive. Et on a pu aussi avoir une jeune fille qui sortait de l'école des arts, qui s'est formée comme animatrice culturelle, qui finalement a été embauchée à la DCI. Donc, ça commence à fédérer plusieurs personnes, plusieurs personnalités aussi autour de ce projet-là. Mais c'est un procès qui est un peu lent, effectivement. Et jusqu'à quand on n'a pas pu montrer les images, rester un peu flou. Le contenu, et c'est à partir de cette exposition et des présentations précédentes qu'on a pu finalement avoir de l'intérêt vif et du coup des gens qui ont adhéré et qui commencent à donner des contributions sous différentes formes en fait. Et après, nous on peut dire qu'on a deux grands alliés dans la DCI. Bon, oui, c'est Fadel Thiam, qui c'était l'ancien directeur du musée à Thiès. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui comprend l'importance des archives. Et l'autre, c'est Diaga Chomban, qui c'est notre mémoire visuelle. Il a mon âge, mais c'est impressionnant. Moi, des fois, je prends une photo, je dis Chomban, c'est qui? On commence à dire, ah, c'est le vice-secrétaire. Donc, en fait, on a quelqu'un qui arrive à nous reconnaître que une fois, on regardait en photo et on nous disait, ah, mais regarde, lui, c'est Valdiodio Ndiaye, lui, c'est Mamadou Dia, l'autre, c'est le premier ministre, l'autre, c'est lui, l'autre, c'est lui. Donc, en fait, on arrive à découvrir que c'est important, avoir un archiviste. Et en fait, on avait en ce moment, on a des archivistes, en fait, sans qu'avant, il y avait des archives. Maintenant, il y a des archives, donc il faut le temps que l'institution il se prépare à se mettre en place, en fait, pour les conserver, que c'est une chose qu'elle est en train de faire. Mais en fait, nous, on a travaillé dans l'urgence. Et donc, en ce moment-là, on est un peu dans un moment où on commençait aussi à parler sur les droits d'auteur, les cadres juridiques. Donc, en fait, c'est tout des processus qui prennent beaucoup de temps et qu'en fait, il va envisager un futur rose pour cette archive. Mais nous, on a travaillé dans l'urgence. En fait, chaque année, avec la saison de la pluie, c'est dramatique si les archives ils restaient là. Et là, en fait, en ce moment, ils ont conservé une petite archive, mais moi, c'est climatisé, l'humidité c'est contrôlée, et on a fait des tests d'acidité. Donc, en fait, on en commence à former des techniciens qu'avant, il n'y avait pas. Et c'est aussi pour ça que l'affiche qu'on a choisie pour l'exposition photographique, c'est un projectionniste. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sans les techniciens, on ne pouvait pas avancer. Et quand les anciens techniciens ils ont allé à la retraite, en fait, l'argentique il était laissé un peu
à oublier. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi cette image, parce qu'en fait, en disant, on doit commencer vraiment du bas à former des gens, et après, avec les techniciens formés qui sont capables de manipuler, après, on peut avancer. Mais en fait, nous, on s'est rendu compte que quand on parlait des archives, des syndromes du vinaigre, il y avait des gens qui n'étaient pas formés. Maintenant, à fur et à mesure de parler, il y a une sensibilité, tout le monde il utilise les gants, on ne touche pas. Et donc, en fait, c'est ça qu'on est en train de faire, de mettre en place, en fait, de réouvrir la Cinémathèque nationale comme il était avant. Tout à fait. Et donc, tu parlais, Tiziana, tout à l'heure, de ce grand programme avec l'INA aussi, qui va participer justement à la formation aussi de personnel sur place. C'est indispensable, donc, et ça va se faire dans le temps aussi, mais c'est quelque chose qui est déjà un peu en place, c'est ça? Quelque part, le transfert de compétences s'est fait sur le terrain, parce que justement avec Diaga et les autres techniciens de la DCI, au fur et à mesure, on a pu faire des choses, donc on les a effectivement fait dans la pratique du quotidien, de la manipulation de ce matériel. Et finalement, voilà, quelqu'un nous a écoutés en disant il faut d'autres personnes qui soient capables de faire avancer le projet d'une manière plus rapide et plus efficace. Donc les formations viendront bientôt, on espère que ça soit conclu rapidement. Et à partir de l'année prochaine, il y aura des formations grâce à l'intervention de l'INA. On assiste vraiment à la renaissance d'une archive, finalement, à la renaissance d'une cinémathèque. Donc la cinémathèque sénégalaise, si on veut être précis, elle existe de quand à quand exactement? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais voilà, puisqu'aujourd'hui, finalement... L'indépendance, sûrement, parce qu'il y avait, justement, il y a un document... Alors, attends, je reviens. En fait, nous, on a retrouvé des documents, parce qu'en fait, après, c'est vraiment une chasse au trésor, et c'est un peu comme jouer à l'archéologue, voilà. Les commissaires de police qui fait des enquêtes. Et en fait, on trouve qu'il y avait la Cinémathèque nationale. On ne sait pas encore quand il est né institutionnellement, la Cinémathèque, mais on a retrouvé, en fait, dans 1966, premier Festival mondial des arts nègres, il envisageait la création d'un archive audiovisuel sénégalais, africain et des films d'intérêt mondial des productions étrangères. Donc, en fait, il avait l'idée que le cinéma, il était un langage universel et c'était important. Je pense qu'il est resté en place jusqu'à les années 80. Et après, il y a eu cet oubli dans les archives. Donc, en fait, on peut dire que dans les fin années 60 jusqu'à fin années 80, il y avait en place une cinémathèque où le responsable, c'était Tidjanao, que c'était le réalisateur avant. Mais on n'a pas vraiment trouvé les documents qui disent aujourd'hui, c'est ouvert la cinémathèque. Mais on a retrouvé plein de petites indices en fait, et la plaque qu'on voyait dans la porte, en fait, on l'a enlevée et maintenant c'est devant... Ah oui, Cinémathèque nationale, nous on a repris tout. On a pris tout. Tout ce qu'il fallait passer, on l'a repris. Et donc, en fait, c'est pour montrer, pour dire, il existait, parce que les gens du cinéma, ils connaissaient qu'il y avait un cinémathèque, mais les nouvelles générations, ils ne savaient pas qu'il y avait un cinémathèque, et surtout, l'idée, pendant le Covid, une chose qu'ils ont fait à la RTS, c'était de reprogrammer tous les anciens films africains, en fait, pour commencer à revivre les anciennes créations des réalisateurs qui ne passent pas au grand écran. Et parce que maintenant, c'est les grosses productions cinématographiques, mais pendant le Covid, la télé, il a repassé les films cultes de cette époque d'or. Et une chose qu'on aime bien, c'est que beaucoup de gens qui ont des archives, peut-être les neveux, les fils, la fille des anciens réalisateurs de la première heure, ils ont commencé à se rapprocher en disant « Moi, j'ai beaucoup de choses de mon père » ou « Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver des choses de mon père parce qu'on a tout perdu ?» Donc, en fait, ça commence l'intérêt et l'envie de sauver cette mémoire. Et pour nous, ça, c'est la plus grosse victoire. En fait, l'idée que... Et donc, vous avez eu des dépôts
Alors, on a eu un premier dépôt d'un 35 mm, donc on copie un pan diacétate. Maintenant, ça ne me vient pas le nom en français, donc en fait, on peut le stocker. Donc, triacétate. Merci, Francesca. Et donc, on a eu un dépôt. Et après, en fait, l'idée, c'est que dès qu'on retourne, on reprend les contacts qu'on a eu pendant l'expo pour dire si vous voulez, en fait, nous on est prêts d'accueillir parce qu'en fait la peur c'est que une fois que vous prenez l'archive c'est à vous et nous on ne peut plus l'utiliser. Et donc en fait on dit non, l'archive sera toujours à vous, mais l'idée c'est de le pouvoir sauvegarder. Et en fait c'est un travail de prendre confiance. Et en fait, de pouvoir les valoriser parce qu'après, je suis sûr qu'il y a plein de choses cachées à Dakar. Et donc, il y a aussi la question que ça, c'est une archive publique. Du coup, c'est une institution qui le gère. Et est-ce que les privés ont envie de déposer leur archive privée dans une institution publique? Il y a ce questionnement aussi qui n'est pas évident, en fait. Puisqu'on est sur la question des dépôts, quelle est votre relation aujourd'hui avec les professionnels du cinéma sur place? Est-ce la relation avec les cinéastes, avec... Déjà, il y a une contribution de la part de cette archive photo sur une production d'un documentaire sur l'histoire de l'indépendance du Sénégal. Donc, il y a des cinéastes qui se dirigent vers la DCI pour avoir du matériel. Il y a le côté juridique qui est en train de se mettre en place aussi pour l'exploitation de cet matériel. Par rapport au film, on a toujours dit on voudrait les restaurer pour les remettre en bonne condition initiale parce que, par exemple, Magal Touba est tout viré en rouge, donc celui-là, il ne peut pas être utilisé, inclus, par exemple, dans un film de nouvelle production. Mais il y a évidemment de gros intérêt de la part des cinéastes contemporains qui auraient envie de l'utiliser, de savoir, de faire des recherches là-dedans. Donc, évidemment, il y a un très fort intérêt. Il y a toujours des demandes. Est-ce que vous avez cette image? Est-ce que vous avez, par exemple, William Bay, qui c'est un très cher ami, et que c'est lui qui l'a tourné Kemtiu, Président Dia, il nous demande toujours est-ce que vous avez trouvé des choses, j'ai besoin est-ce que vous avez des images parce que dans mon prochain projet j'aimerais bien. Donc en fait ça commence à penser que cette archive ça peut vivre et ça peut être en fait ça peut donner de la matière pour de nouvelles créations en fait. Et ça en fait c'est une chose que j'aime, ça fait bien au cœur. Ça nous fait comprendre qu'on est dans le bon chemin. L'idée qu'en fait, il y a de la curiosité, de la demande, et surtout, il y a un besoin. C'est important, parce qu'il n'y a pas un besoin, alors c'est une chose qui ne sert à rien. Mais l'idée que déjà, des professionnels sénégalais, ils viennent au Sénégal, et ils peuvent, dans le futur, retrouver du matériel pour tourner des films, à la place d'aller acheter ailleurs, eh bien, pour nous, c'est important. En fait, c'était ça le but. C'est ça le but d'un archive. Et après, l'idée, ça peut être aussi de commencer à pouvoir donner des copies pour des projections à l'étranger. Et l'idée, c'est de regarder un peu plus vaste, à regarder aussi dans la sous-région, parce qu'il y a plein des archives dans les mêmes conditions que le Sénégal, dans les pays à côté. Et donc, c'est intéressant, quelque chose, ça bouge très lentement. Mais après, ça fait presque 20 ans qu'on va en Afrique et on sait très bien que tout se lance là et après, dès que ça déclenche, tout est mis en place et comme pour nous, pour les archives. 10 ans, on l'a regardé, 2 ans pour prendre confiance. Après, de jour à demain, prenez, déplacez les bobines, on vous met en place en 2 jours en laboratoire. Donc, c'est magnifique. Il faut avoir de la patience. J'ai une question... oui, je parle plus. J'ai une question par rapport à l'archive, au rapport à la relation à l'archive, parce que l'archive est liée à la conception et à la notion de patrimoine, et donc de la valeur qu'on attribue aux images qu'on conserve ou qui racontent notre passé ou qui conservent une certaine mémoire.
Donc, tu me disais que vous avez la preuve par les documents de différentes phases de la vie de la Cinémathèque nationale, de l'archive. Il y a eu des périodes de grands soins, des périodes un peu moins soigneux, et qui confirment cette idée. Quand on déprécie, on n'attribue pas de valeur à ce qu'on produit, la conséquence dans l'archive est évidente. Donc, je voulais un peu que tu racontes cette histoire-là. Et aussi savoir si aujourd'hui, les réalisateurs qui produisent aujourd'hui du cinéma au Sénégal, mais aussi en Afrique, ont conscience et ont envie que leurs images et que leurs films soient préservés, et s'il y a aussi quelque chose qui bouge dans cette direction. Oui, justement, il y a la question de la volonté de la DCI de reconstituer cette archive du passé, mais de l'enrichir aussi avec les productions contemporaines. Donc, dernièrement, on pris la décision de demander à toute production qui se fait au Sénégal, soit au niveau local, soit au niveau étranger, mais qui se fait sur le territoire, de déposer une copie de la production en cours. Donc, l'intérêt est là, la conscience aussi. Comme tu dis bien, il y a des époques qui ont des hauts et des bas, évidemment. Là, je pense qu'on est plutôt à un bon niveau d'intérêt et de réactivité. Et pour le futur, on verra. Mais si, c'est sûr que l'archive est devenue aujourd'hui une évidence, une nécessité, comme disait Marco, et quelque chose avec qui on recommence à dialoguer et à vouloir alimenter et enrichir. Et dans l'évolution des archives, en fait, nous, on trouve que les premières 20 années de l'archive, en fait, c'était l'époque de Senghor, tout était documenté. Il ne bougeait pas en feuille à Dakar, il n'arrivait pas qu'il n'y avait pas en photo ou un petit service sur les actualités. Et en fait, c'est grâce à la minutiosité, on peut le dire, vraiment attentif dans les métadonnées qui nous on a trouvé dans les enveloppes. Donc, nom du photographe, date, lieu, numéro des photos dans l'enveloppe, contenu dans l'enveloppe. Là, et surtout, pour un tiroir, on a à peu près 150-200 enveloppes. Donc là, pour tout l'âge de Senghor, on a plein de matériel. On a vraiment riche. Au fur et à mesure que le temps s'est passé, c'est devenu plutôt les services photos, c'est devenu plutôt des shake hands. Donc, qui est de la politique, donc campagne électorale. Et c'est un peu diminué jusqu'à qu'après, on avait des tiroirs où il y avait 4 ou 5 années ensemble. Donc, en fait, je pense que c'est un peu perdu, même l'idée de cette richesse d'archives. Les cinéastes, par contre, ils ont toujours su qu'il y avait un archive. En fait, il nous disait, Baba Diop, qu'un jour, ils ont fait une soirée à Marcourt dans l'Institut français où ils ont pris toutes des vieilles bobines et ils ont commencé à projeter en 16 mm toutes ces anciennes actualités pour dire, ah, tu te vois, tu étais là, moi j'étais là. Et en fait, ils sont sortis presque en pleurant parce qu'ils disaient, mais toute cette mémoire, on pouvait les perdre. Et donc, en fait, c'est pour ça que Baba Diop et surtout les aînés, qu'ils disaient, OK, on vous suit. Les nouvelles générations, maintenant, on est dans le numérique, donc on produit 250 000 photos par jour avec notre portable, donc en fait, il y a un peu moins l'idée de mémoire, mais nous, on trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt, même s'ils ont oublié, ils savaient que toujours là, il y avait des archives, mais manque de moyens, manque de techniciens, ils ont laissé traîner un peu l'archive, mais je pense qu'en fait, il y a envie de sauver ça. En plus, parce que vu
les résultats qu'il y a eu des films comme Kemtiu, comme Presidendia et comme des autres documentaires tournés par des réalisateurs sénégalais, en fait, ils ont soif d'histoire. En fait, je trouve qu'il y a cette soif de découvrir cette histoire et aussi de réécrire l'histoire, parce que on peut pas avoir peur de l'histoire. En fait, en ce moment-là, le Sénégal est en train de redécouvrir son histoire avec des films comme Kemtiu, Presidendia. En fait, ils sont en train de reprendre l'histoire, de se réapproprier de l'histoire et de la réécrire, parce que chacun il écrit l'histoire selon les mouvements, selon les périodes qu'on est là. Si nous on était en Italie en 1940, on marchait tout avec un chemise noire. Maintenant, en fait, que c'est passé, on peut dire, ok, avec les films qui étaient tournés pendant cette période, on peut réécrire l'histoire. Et ça, c'est la même chose que c'est en train de passer au Sénégal. Donc, en fait, réécrire l'histoire avec 40 ans après. Et en fait, tu peux réécrire encore un autre Sénégal et le montrer avec des autres yeux, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je vous propose qu'on regarde peut-être les images, qu'on voit les films. Les extraits, oui. Il y a aussi un petit film. Micro. Il y a aussi un petit film de quelques minutes sur le vernissage de l'exposition photo. Je te le propose si on a le temps. Oui, si on a le temps. On commence avec les extraits, et puis si vous voulez réagir, voilà, on pourra aussi le faire. Ça marche. Oui. Après ça. Merci beaucoup. Voilà, on va prévenir le projectionniste. Oui. Et on passe donc à la projection. Voilà, alors l'heure passe. Et voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, on va remercier Tiziana et Marco pour cette présentation. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et merci, un grand merci à vous pour ce travail. Et puis j'espère bien sûr que la Cinémathèque de Toulouse continuera à participer d'une manière ou d'une autre à cette aventure. On verra comment. Mais en tous les cas, bien sûr, on va rester attentif et on va continuer à suivre de près tout ce qui se passe à Dakar. En tout cas, tout ça est vraiment excitant et c'est vraiment formidable de voir tout ce travail de renaissance autour de ces archives. Alors, on va continuer et même, je dirais, finir cette journée avec en grande salle, avec la projection de 2 films que Marco d'ailleurs va présenter cette séance. Je crois que c'est toi qui devais présenter cette séance, il me semble. C'était ce qui était prévu en tous les cas. Voilà, c'est les 2 films de Mambetti, Le Franc et puis La Petite Vendeuse de Soleil. Donc c'est en grande salle à 21h et ce sera une belle manière de clôturer cette journée. Et puis comme je le disais, même plus largement, toute cette programmation consacrée au cinéma d'Afrique dans le cadre de la saison 2020. Qui était un peu éclaté et un peu difficile à mener, mais on a réussi. Et en tous les cas, ce rendez-vous autour de l'archive, des archives audiovisuelles sénégalaises, ça faisait partie vraiment de ce qu'on voulait montrer aussi et de ce qu'on voulait présenter au public toulousain. Voilà, parce que ce travail de conservation, il est essentiel, bien sûr, ce travail de valorisation que vous faites aussi. Et moi, je suis ravi qu'on puisse aussi, d'une manière ou d'une autre, apporter notre petite pierre à cet édifice. C'était pas une petite pierre. Du coup, on vous remercie aussi de la part du directeur, M. Colli. On espère de l'avoir bientôt pour une nouvelle occasion ici à Toulouse. Et voilà, merci encore une fois à tout le monde et merci au public de l'écoute. Merci beaucoup et à tout de suite en salle si vous nous suivez.